Bonjour à tous, donc, bienvenue au cours numéro 2. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ensemble comment les séquences d'ADN ont modifié notre vision du monde vivant. Et pour commencer, je voudrais vous poser une question. Donc, vous voyez ici 9 points qui forment un carré. Donc, il y a un point à l'extrémité de chaque carré, un point au milieu de chaque côté et un point au centre. Et donc, comment on peut relier ces 9 points en faisant 4 lignes droites sans lever le crayon? Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez qu'il manque un point. On n'arrive pas à relier un des points. Et si jamais on rajoute 2 points, là, les points grisés en plus ici, on fait 1, 2, 3. On voit qu'il y a cette ligne-là. Donc, si on regarde un petit peu mieux, on voit qu'il y a une solution possible, c'est de faire un trait ici, 2, 3 et 4. Donc, pour moi, les séquences d'ADN, ça nous apporte des points grisés en plus, comme ça, sur les êtres vivants, et ça nous permet de rajouter des éléments et de mieux comprendre les êtres vivants. Donc ça nous permet d'élargir notre compréhension du vivant en apportant des nouvelles données et en incorporant ces données avec tout le reste qu'on peut observer. On peut ainsi améliorer nos connaissances et notre compréhension du monde vivant. Donc pour moi, c'est vraiment comme un sens qu'on a en plus, un sens ADN. Donc on a déjà la vision, l'odorat, le goût, l'audition, le toucher. Et ce sens ADN, pour l'avoir, on a besoin de machines. Tout d'abord des machines qui vont séquencer l'ADN et aussi des machines qui vont comparer ces séquences d'ADN avec toutes les séquences qu'on connaît déjà. Donc on a vraiment besoin de machines et ce nouveau sens va nous apporter énormément de données pour mieux comprendre le monde vivant. Donc dans ce cours, on va avoir 3 parties. Une première introduction sur qu'est-ce que l'ADN. Ensuite, une deuxième grande partie sur les différentes choses qui nous ont été révélées grâce à l'ADN. D'une part, l'identification des êtres vivants, des écosystèmes, des propriétés du vivant. Ça nous a aussi aidé pour classer les êtres vivants, reconstituer l'histoire du passé et dater les événements passés. Et en conclusion, nous verrons plusieurs points qui ont changé concernant notre vision du vivant grâce à cette analyse de l'ADN. Donc, au sein de chacune de nos cellules, à l'intérieur d'un noyau, on trouve les chromosomes. Donc, chez les êtres humains, on a 23 paires de chromosomes. Donc là, ici, vous avez les chromosomes d'un homme, où on voit que la 23e paire contient un chromosome X et un chromosome Y, alors que chez les femmes, on a 2 chromosomes X. Et donc ça correspond à notre patrimoine génétique, parce que si on déroule les molécules qui sont compactées à l'intérieur des chromosomes, on trouve une très longue molécule qui s'appelle ADN pour acide désoxyribonucléique. Et cet ADN est constitué d'une suite de lettres. Il y a 4 lettres possibles, A, T, G ou C, et ces lettres, on les appelle nucléotides. Et donc vous voyez que c'est une double hélice avec 2 brins. Et à chaque fois qu'on a un A d'un côté, on a un T de l'autre, et quand on a un C d'un côté, on a un G de l'autre. Donc si on connaît la séquence d'un brin, on peut en déduire automatiquement la séquence de l'autre brin. Et donc cette structure en double hélice est très utile lors de la réplication de l'ADN, qui est un processus qui permet à une molécule d'ADN de donner 2 molécules qui vont avoir la même séquence que la molécule initiale. Donc vous voyez que les 2 brins vont se séparer et à partir de chaque brin parental, on va avoir formation d'un nouveau brin du fait de l'appariement des nucléotides. Donc à chaque fois qu'il y a un A, il y a un T, un G, il y a un C. Et donc ainsi, on va obtenir 2 molécules d'ADN qui sont chacune composées d'exactement la même séquence que ce qu'il y avait au départ. Donc dans nos cellules, on a des paires de chromosomes. Pour chaque chromosome, on en a un qui provient de notre mère et un autre qui provient de notre père. Et une cellule, quand elle va se diviser, elle va donner 2 cellules qui chacune va avoir exactement les mêmes chromosomes que la cellule de départ. Et pour cela, en fait, il y a une étape préliminaire où il va y avoir réplication de l'ADN. Vous voyez que là, les chromosomes, ils sont doubles. En fait, il y a une molécule ici compacte qui est répliquée et qui va donner une autre molécule compactée de l'autre côté ici qui a exactement la même séquence. Et au cours de la division cellulaire, les 2 bras de chromosomes vont se séparer, ce qui fait qu'on va obtenir 2 cellules qui ont la même séquence que la cellule mère.
Donc cet ADN est très utile parce qu'il nous apporte des informations qu'on ne voyait pas et qu'on ne pouvait pas observer autrement. Donc là, vous avez un exemple sur une plage, donc vous en avez sûrement déjà observé, ces algues Ulva lactuca, donc ça fait des feuillets un peu transparents en vert. Et si on les regarde, elles sont toutes identiques morphologiquement, on ne voit pas de différence. Mais par contre, quand on regarde leur ADN, il y en a qui sont vraiment très différentes entre elles. Donc, par exemple, il y en a certaines qui vont avoir pour chaque type de chromosome une seule copie, alors que d'autres individus vont avoir deux copies, une copie qui provient du père et une copie qui provient de la mère. Et donc ces organismes sont très différents. Ils n'ont pas du tout la même reproduction. Et par contre, à l'œil nu, on ne le voit pas. Donc ça, il faut regarder leur ADN pour voir ça. Et ce sont des stades différents du cycle de vie des algues. Donc parfois, voilà, on a des individus identiques que l'on peut différencier grâce à leur ADN, mais qui, sans leur ADN, ne peuvent pas être distingués. On a aussi parfois des cas où on a, dans un seul individu, des changements de la séquence d'ADN entre les cellules. Donc ici, vous avez un scanner des poumons d'une personne qui a un cancer du poumon. Et ici, ce qui est fait, c'est avec une sonde, d'aller prélever des cellules pour séquencer ces cellules et voir s'il y a certaines mutations qui sont associées avec le développement du cancer. Donc ça va être des mutations qui sont apparues au cours de la vie de la personne. C'est des mutations qu'on ne va pas trouver à d'autres endroits du corps de la personne. Donc à chaque fois que nos cellules se divisent ou même survivent, elles peuvent accumuler des mutations, ce qui fait que dans notre corps, on n'a pas exactement les mêmes séquences dans chacune de nos cellules. On a aussi parfois des cas où on a des ADN identiques qui vont donner des individus différents. Donc là, je vous ai mis un cas qui est étudié par différents chercheurs. Donc c'est un crustacé qui s'appelle Daphnia lumolsi, qu'on peut élever au laboratoire facilement. Et on a des clones comme ça qui ont exactement la même séquence d'ADN. Et suivant l'environnement dans lequel on va les élever, on peut obtenir des formes très différentes. Donc ceux de gauche, ils ont été élevés dans de l'eau qui, au préalable, avait été mise en contact avec des poissons. Donc les poissons relarguent certaines substances dans l'eau. Et ça va changer le développement de ces organismes et va induire la formation d'un casque et aussi d'une longue queue. Alors que dans une eau normale, en absence de poissons, on a la formation de structures, d'organismes tels que celui de droite. Donc ici, on voit bien que l'ADN ne fait pas tout. Parfois, il y a des différences qu'on observe entre individus qui ne sont pas dues à l'ADN, qui vont être liées à des différences de conditions environnementales. Et donc on pense que chez cet organisme, il y a la capacité de détecter des substances dans l'eau et de changer le développement. Et on pense que cette capacité-là a fait que cet organisme s'est répandu en Amérique du Nord. C'est une des propriétés qui fait qu'il a pu se répandre parce que ça le protège de certains prédateurs. Donc l'ADN, c'est une molécule qui est très importante en biologie, qui est très étudiée. Et ceci est dû à plusieurs caractéristiques importantes. La première, c'est que l'ADN est présent dans toutes les entités vivantes. Les bactéries, les plantes, les animaux, tous ont des cellules, et dans ces cellules, à chaque fois, on trouve de l'ADN. Donc, dans le cas des virus, il y a deux types de virus. Il y a des virus aussi qui contiennent de l'ADN, et il y a d'autres virus qui contiennent de l'ARN. On va voir un petit peu tout à l'heure. Mais donc l'ARN, c'est aussi une molécule dont on peut déterminer la séquence. Donc à chaque fois, il y a ce qu'on appelle des acides nucléiques, soit ARN ou soit ADN, dans tous les êtres vivants qu'on connaît jusqu'à présent. Le deuxième point, c'est que cet ADN, il est transmis d'une génération à l'autre. Donc je vous ai montré qu'il était transmis d'une cellule à l'autre, mais il est aussi transmis d'un individu à l'autre au cours de la reproduction. Et un autre point important, c'est que, et qu'on verra tout à l'heure, c'est que c'est la base principale de la variation héréditaire. Donc beaucoup de généticiens sont intéressés par la transmission des caractères d'une génération à une autre, et une grande partie des explications est liée à cette molécule d'ADN qui, en se transmettant, va transmettre une séquence particulière qui va être associée à certains traits de caractère particuliers. Un autre point intéressant, c'est que c'est une molécule très stable. Donc, du fait de la double hélice, elle est très stable, elle va pas se dégrader rapidement dans le temps, contrairement aux lipides ou aux protéines. Et donc, on peut l'utiliser pour des analyses médico-légales.
Et l'ADN le plus ancien qui a été séquencé jusqu'à présent, c'est un ADN qui date de 2 millions d'années. Donc il a été conservé pendant 2 millions d'années et on a pu trouver sa séquence. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est une longue chaîne de lettres, c'est linéaire, et donc c'est facilement analysable par ordinateur. C'est vraiment, nous, on manipule des fichiers texte au laboratoire avec la séquence A, T, GG, CC, voilà. Alors que si c'était plusieurs branchements à différents endroits, ce serait beaucoup plus difficile à gérer du point de vue informatique. Là, en fait, c'est des fichiers qui sont très simples et qu'on peut analyser relativement facilement. Alors, pour le coronavirus SARS-CoV-2, donc lui, à l'intérieur, il contient de l'ARN. Et l'ARN, c'est une molécule qui, elle, est simple brin. Donc, il y a un seul brin, contrairement à l'ADN qui a 2 brins. Et donc là, vous voyez le début de sa séquence. Il est aussi constitué de 4 lettres. Et là, à la place du T, on a un U, mais sinon, c'est la même chose. Donc il y a des C, des G, des A et des T. Et dans le cas de SARS-CoV-2, il est constitué d'environ 30 000 lettres. Donc la taille du génome, donc la taille de la séquence d'ADN varie selon les espèces. Dans le cas du virus du sida, on a aussi un ARN. Et cet ARN, il est long de 9000 lettres, d'accord ? Donc, en gros, plus court que celui du coronavirus qui fait 30 000 lettres, d'accord ? Donc, ça dépend, il y a des virus un peu qui ont des génomes de toutes les tailles. Dans le cas de la levure de bière Saccharomyces cerevisiae, donc qui est utilisée pour former la bière, le pain et différents ferments, il y a 16 chromosomes, et donc ça correspond à 12 millions de lettres. Dans le cas des êtres humains, on a 23 paires de chromosomes, ce qui correspond à peu près à 3 milliards de lettres. Mais en fait, on n'est pas les organismes qui possèdent le plus d'ADN. Il y a plusieurs espèces de plantes qui nous dépassent, qui ont beaucoup plus d'ADN dans leurs cellules que nous. Et un des records est détenu par une plante à fleurs qui s'appelle Paris japonica. Elle a 40 paires de chromosomes, et vous voyez qu'elle a à peu près 10 fois plus d'ADN que nous en séquence. Donc ça a été une grande surprise. Donc quand on a séquencé le génome humain, on pensait que notre génome était un des plus longs qui existait dans le monde vivant. En fait non, il y a pas mal de plantes qui ont des génomes encore plus gros que notre génome. Donc finalement, la séquence d'ADN, ça nous apporte des informations sur les organismes, mais ce n'est pas en lien direct avec notre idée qu'on a, nous, de la complexité. Donc soit c'est que notre idée de la complexité est fausse, ou alors mal établi, ou alors qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte pour mieux expliciter cette complexité. Alors quand on est au laboratoire et qu'on étudie une nouvelle espèce, donc par exemple fin 2019, quand il y a eu les premiers cas de coronavirus, donc les chercheurs ont identifié la séquence du coronavirus. Et donc nous, quand on identifie des nouvelles séquences, on va les publier sous forme de base de données. Et donc là, vous avez la séquence, le début de la séquence du coronavirus SARS-CoV-2. Donc on a le début, donc ça commence avec C, GG, T, GA, voilà. Donc ça, c'est les 10 premières lettres, ensuite les 10, voilà. Et vous voyez, ça continue, et ça va jusqu'à ATC à la fin. Donc quand on publie la séquence, donc on a la séquence, et en plus, on a des métadonnées, donc on va donner le nom. Donc là, vous voyez, c'est virus d'une pneumonie du marché de Wuhan, avec un nom, le génome complet, et on a un numéro d'accession qui est associé à ce génome. Et vous voyez qu'il a été publié et disponible dans une base de données le 12 janvier 2020. Donc ici, c'est une base de données américaine. Et il y a aujourd'hui 3 bases de données internationales principales. Donc il y a la base de données américaine du NCBI. Il y a aussi une base de données européenne, European Nucleotide Archive, et une base de données japonaise, DDBJ. Donc tous les jours, ces bases de données s'échangent toutes leurs informations. Donc en fait, il y a exactement les mêmes données à chaque endroit, au Japon, en Allemagne et aux États-Unis. Et donc au cas où, s'il y a un problème, il y en a toujours une qui est en backup, qui a toutes les données qui existent du monde entier sur toutes les séquences. Donc nous, en tant que chercheurs, quand on veut publier un article, on est obligé de soumettre nos séquences à l'une de ces 3 bases de données. On peut choisir celle où on veut soumettre. Et après, ces données vont être échangées et vont être disponibles. Et nous, en tant que chercheurs, on va rechercher des informations
ensuite dans toutes ces bases de données. Donc voilà, donc, je vous ai dit ce sont les 3 bases de données principales, mais en fait le pays qui produit le plus de séquences aujourd'hui, c'est la Chine, et vraiment de loin par rapport à tous les autres pays. Et donc la Chine a créé aussi sa propre base de données, avec elle a récupéré toutes les séquences de ces 3 bases-là, plus elle rajoute ces séquences publiées par certains chercheurs qui vont les soumettre à la base de données chinoise et pas aux autres bases de données. Donc en ce moment, depuis quelques années, depuis 2-3 ans je dirais, on voit qu'il y a cette base de données chinoise qui n'est pas totalement connectée aux autres. Donc il y a des discussions pour essayer de voir si on peut la connecter avec ces 3 autres ou pas. Mais pour l'instant, c'est pas clair. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer. Donc jusqu'à présent, tout était partagé et disponible pour tout le monde. La base de données chinoise, elle est disponible à tous actuellement, mais elle est gérée par les Chinois et il n'y a pas d'échange avec les autres. Donc ces données stockées sont énormes et augmentent au fil du temps. Donc ici, vous avez en fonction des années, donc on arrive jusqu'à 2020, le nombre de lettres dans ces bases de données, de nucléotides. Donc vous voyez que c'est une exponentielle. Donc ici, je vous ai mis un petit trait ici pour l'année 2000, qui correspond à la date qu'on donne pour le séquençage total du génome humain. Donc en juin 2000, il y a eu une grande célébration avec Bill Clinton, les différentes personnes qui étaient impliquées dans le séquençage du génome humain. Il y avait aussi Tony Blair, et donc ils ont expliqué que ça y est, on avait séquencé la totalité du génome humain. En fait, je crois que c'était 90%, mais bon, c'était pour marquer un peu une date, qu'il y avait eu vraiment un effort de fait. Donc aujourd'hui, on est 20 ans plus tard. On a énormément de séquences en plus dans les bases de données. On n'a pas encore, on pensait que ce génome humain nous permettrait de tout comprendre, ou de comprendre énormément de choses sur nous en tant qu'humains. Vous allez voir dans le cours suivant que ça nous a permis de savoir beaucoup de choses sur nos origines, mais finalement, on manque encore de données et d'explications pour essayer d'utiliser ce génome pour faire d'autres choses, comme soigner des maladies ou faire d'autres, ou prévenir de certaines maladies. En tout cas, donc, il y a eu en 2000 donc, le séquençage du génome humain, et vous voyez que donc, depuis, la quantité de séquences présentes dans ces bases de données augmente, et elle double en fait tous les 18 mois. Alors donc cet ADN, maintenant que vous avez vu un peu ce que c'est, donc on va voir différentes choses qui sont aidées par cette analyse de l'ADN. Donc cette analyse de l'ADN, elle permet tout d'abord d'identifier les êtres vivants, des écosystèmes et aussi des propriétés particulières du vivant. Alors en fait, c'est un peu comme un code barre. Donc les premiers séquençages qu'on faisait de l'ADN, on les mettait sur gel et on avait des bandes comme ça, avec une colonne qui correspondait au A, une autre T, une autre G au C. Et donc ça ressemble pas mal à un code barre. Donc en fait, si on veut identifier des espèces ou des individus, on peut, en ayant la séquence d'ADN, avoir une sorte de code barre de cet individu ou de cette espèce. Donc un cas qui est célèbre aux États-Unis, c'est le cas du Golden State Killer. Donc c'était dans les années 70 et 80, il y a eu énormément de cambriolages, de viols et de meurtres pour lesquels on n'a pas réussi à trouver le coupable. On avait l'impression que c'était la même personne parce qu'elle avait une cagoule, elle agissait de certaines façons, mais les recherches n'avaient pas réussi à trouver la personne. Et à partir des années 86, ça s'est arrêté. Et donc certaines personnes, en décembre 2017, ont décidé de récupérer du sperme, enfin ils avaient déjà donc, du sperme congelé du lieu du crime. Ils ont extrait l'ADN de cet échantillon et ensuite ils ont pris l'échantillon et ils l'ont envoyé à une compagnie qui s'appelle GED Match, donc une compagnie aux États-Unis où on peut envoyer son ADN, envoyer un prélèvement et ils vont nous trouver quels sont les cousins éloignés qu'on a qui existent aux États-Unis. Donc là ils ont fait comme si c'était une personne qui envoyait son ADN. Et quelques semaines plus tard, ils ont eu les résultats avec une vingtaine de personnes qui étaient des cousins éloignés, qui partageaient les mêmes arrière-grands-parents. Et donc après, ils ont fait des travaux de généalogie pour essayer de reconstituer l'arbre. Et ils sont tombés sur 2 personnes potentielles qui pouvaient être le coupable.
Et sur ces 2 personnes-là, il y en a une dont un cousin proche avait été séquencé et ils ont pu l'éliminer parce que la séquence d'ADN était trop éloignée. Et donc finalement, ils sont tombés sur un seul cas. Et ça, c'est en quelques mois. Donc je crois que vers le mois d'avril, donc entre décembre et avril, ils avaient trouvé quelle pouvait être cette personne. Et donc ils ont localisé sa maison. Et des personnes du FBI sont allées à sa maison. Ils ont récupéré un échantillon à la poignée de sa porte et aussi un mouchoir qu'ils ont récupéré dans une poubelle. Ils ont séquencé cet ADN et ils ont trouvé que c'était exactement la même séquence que celle du sperme. Et donc ils ont identifié la personne. Et effectivement, elle a avoué que c'était elle. Donc cet exemple-là a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis parce que ce qui a été utilisé ici, c'est une compagnie privée qui est normalement utilisée, dont le but est de trouver des ancêtres. Et là, ils ont utilisé ces données-là pour essayer de trouver une personne qui était coupable, alors que les personnes, quand elles ont envoyé leur ADN, elles ne savaient pas que ça pourrait servir aussi à trouver quelqu'un de leur famille qui avait fait des crimes. Donc il y a beaucoup de discussions en cours aussi aujourd'hui, mais donc c'est pour vous montrer que ces séquences d'ADN, quand on en a beaucoup et qu'on a beaucoup de données, on peut extraire énormément d'informations et trouver des nouvelles choses qu'on n'avait pas auparavant. Donc aujourd'hui encore, il y a beaucoup de discussions pour savoir comment réguler ces compagnies et les données qui sont présentes et l'utilisation qu'on peut en faire. Un autre exemple que je voudrais vous montrer, donc cette fois-ci pour l'identification d'un écosystème. Donc c'est un article qui a été publié l'année dernière, donc en 2022, dans le journal Nature, où des chercheurs ont récupéré un échantillon de sol gelé du nord du Groenland. Et c'est un échantillon qui correspond à un sol qui date de 2 millions d'années. Ils ont réussi à récupérer des petits fragments d'ADN qu'ils ont séquencés et ils ont trouvé des séquences d'ADN qui correspondaient à de nombreux organismes différents. Ils ont trouvé des peupliers, des bouleaux, des tuyas, des lièvres, des mastodontes, des rennes, des rongeurs, des oies, des limules, des algues vertes. Donc certaines de ces espèces, ils les avaient trouvées aussi sous forme de fossiles dans ces roches, mais d'autres qui ne se fossilisent pas, on ne savait pas, on les a trouvées seulement grâce à cet ADN. Et en regardant ces ADN, donc ils ont vu qu'il y avait de l'eau, parce qu'il y avait des algues, donc du coup la température n'était pas aussi froide que ce qu'elle est maintenant. Elle était 10 à 15 degrés plus élevée. Et donc, grâce à ces séquences d'ADN, ils ont pu reconstituer, donc là on a un schéma, un peu mieux, quel était l'écosystème. Donc pas seulement une ou deux espèces, mais vous voyez une dizaine d'espèces qui vivaient à cet endroit-là il y a 2 millions d'années. Donc ça, c'est le record actuel. Donc le plus vieux ADN séquencé date de 2 millions d'années, mais peut-être probablement qu'avec les progrès technologiques, on réussira à séquencer des ADN encore plus vieux. Donc il faut des ADN qui soient très bien conservés, donc dans des milieux très froids où la conservation se fait mieux. Et donc ça permet d'avoir des indices sur le passé et de reconstituer pas seulement la présence d'une espèce, mais d'un ensemble d'espèces à un endroit donné. Un autre exemple, cette fois-ci en Australie, chez la mouche Lucilia cuprina. Donc ici, on a des échantillons qui ont été conservés au musée et qui ont été séquencés après coup. Donc là, ici, les chercheurs s'intéressaient à la résistance à un insecticide, des insecticides organophosphorés qui ont été développés dans les années 50. Et les premiers ont été utilisés en 1952 dans le monde et en 1955 en Australie. Et en 1965 sont publiées les premières observations de résistance à cet insecticide. Et donc là, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont analysé des spécimens de musée qui avaient été prélevés avant les années 50. Ils avaient 24 spécimens, et sur 24 spécimens, il y en a 4 dans lesquels ils ont trouvé la mutation qu'on connaît, qui fait que les individus sont résistants à cet insecticide. Donc ça vous montre que les mutations, elles apparaissent aléatoirement, indépendamment des conditions environnementales. Et donc même avant que l'insecticide soit inventé et épandu, il y avait déjà des mutations qui confèrent cette résistance. Mais ces mutations-là, elles étaient présentes dans quelques individus de la population, et ces individus n'étaient pas plus avantagés que les autres. Mais dès que l'insecticide a commencé à être épandu, les individus qui, par chance, avaient ces mutations ont mieux résisté que les autres à l'insecticide. Du coup, ce sont eux qui ont donné des descendants à la génération d'après.
Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure des générations, il y a eu de plus en plus d'individus résistants qui sont apparus parce que c'était ceux qui se reproduisaient et qui survivaient le plus que les autres. Donc cet exemple-là montre bien qu'on peut comme ça, si on a des échantillons conservés dans les musées, retourner à ces échantillons, les séquencer et identifier des propriétés sur les traits de caractère de certains individus. Donc on peut faire ça sur des cas où on connaît très bien les bases génétiques de traits de caractère. Donc pour les résistances, on a énormément de connaissances, donc on peut essayer de voir en séquençant est-ce que l'individu est résistant ou pas à telle molécule. Un autre exemple en médecine, donc ici je vous ai dit en ajoutant une sonde, on peut récupérer un petit fragment de la tumeur et la séquencer. Et par exemple, si on trouve une mutation dans un gène qui s'appelle EGFR, on sait que la tumeur va être bien traitée avec certains médicaments qui sont des inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc on sait que si cette mutation est présente, ça vaut le coup d'utiliser un traitement avec cette molécule plutôt qu'avec d'autres. Donc ça va pouvoir aiguiller sur le type de traitement, alors que si on a seulement les images au scanner, on ne peut pas savoir quel est le type de tumeur, il n'y a pas de différence. Donc là, c'est vraiment grâce à la séquence qu'on peut catégoriser le type de tumeur et essayer d'adapter le traitement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les études épidémiologiques nous indiquent aussi parfois l'origine de ces tumeurs. Et donc, par exemple, on sait que ces mutations-là, elles sont plus fréquentes chez les non-fumeurs que chez les fumeurs. Après, quand une personne là, ça ne veut pas dire, donc ça c'est des statistiques sur la totalité de la population, c'est vrai qu'on a envie de savoir pour chaque personne en tant que patient ce qu'on a, mais ce n'est pas forcément possible. Donc dans le cas du coronavirus SARS-CoV-2, je vous ai dit que la séquence elle avait été publiée le 12 janvier 2020, et le jour où elle a été publiée, ça a été vraiment un grand changement dans toute la communauté scientifique. Cette séquence a apporté énormément d'informations qui ont été très utiles. Donc pour ce qui s'est passé, donc il y avait des personnes qui étaient malades, on a effectué des prélèvements respiratoires. Sur ces prélèvements, on a extrait les acides nucléiques, donc ici des ARN, on les a séquencés, on les a assemblés, les petits fragments, et cette séquence a été mise en ligne à disposition de tous les chercheurs. Donc la première chose qu'on a trouvée grâce à cette séquence, que c'était un virus ARN qui faisait partie de la famille des coronavirus. On connaissait déjà d'autres virus de ce type-là. On savait qu'ils se transmettaient dans l'air et aussi par contact. Donc du coup, ça a permis directement de savoir comment faire pour empêcher la transmission. D'accord ? Si ça avait été une bactérie ou autre chose, ça aurait pu être différent. Donc là, ça permet de savoir comment agir pour empêcher la transmission. La deuxième chose aussi, c'est que ça a permis directement de développer des tests de détection. Donc les tests PCR qu'on fait, c'est des tests qui vont détecter la présence de 7 séquences du coronavirus SARS-CoV-2. Et donc ces tests-là, ils ont été développés à partir de cette séquence-là pour trouver comment faire pour le séquencer. Donc c'était vraiment indispensable. Et donc ça peut se faire directement et très vite. Et ce qui s'est fait aussi, ce qui a été commencé dès janvier aussi, c'est essayer de trouver des traitements contre la maladie, parce qu'en identifiant la séquence du coronavirus, on a toutes les protéines qui vont être codées par ce coronavirus, on voit comment il va agir au sein de la cellule et on peut essayer de voir ce qu'on peut faire pour empêcher sa multiplication au sein du corps humain et ses effets. Et on a pu aussi développer des vaccins grâce à cette séquence, parce qu'on a trouvé un gène, on savait que c'était ce gène-là qui était important pour coder une protéine qui est présente à la surface du virus. Et donc, si on voulait développer des vaccins, il fallait agir sur cette protéine-là. Et donc, cette protéine-là, on a pu la trouver grâce à cette séquence. Donc, c'était vraiment extrêmement important. Donc, les séquences d'ADN nous apportent énormément d'informations qui sont utiles. Et par exemple, pour lutter contre la pandémie et éviter qu'elle se propage, ça a été extrêmement important. Voilà, donc ce que je vous ai montré, c'est des différents exemples où l'ADN a été utile pour identifier des êtres vivants, des écosystèmes ou des propriétés du vivant. En le comparant cette fois-ci avec des bases de données, on peut aussi classer les êtres vivants en utilisant les données contenues dans l'ADN. Alors, cet ADN nous a permis de mieux voir comment était l'arbre du vivant qui comprend la totalité des espèces vivantes. Donc là, si on exclut les virus qui sont un peu à part,
Donc, vous savez, donc, il y a des bactéries. Donc, les bactéries, ce sont des organismes qui sont microscopiques. Donc là, si vous avez la pointe d'une aiguille grossie de plus en plus, on peut voir ici des bactéries. Et on avait d'autres organismes aussi qui ressemblaient fortement à des bactéries, qui avaient la même taille. Des organismes aussi unicellulaires. On pensait qu'ils faisaient aussi partie des bactéries. Mais en séquençant leur ADN, on a vu que c'était une branche totalement à part et qu'en fait, il y avait 3 branches dans le vivant. Donc une branche qu'on appelle les eucaryotes, qui nous contient, nous, les animaux, ainsi que les plantes, les algues, voilà. Et on a 2 groupes d'organismes qui sont des organismes unicellulaires relativement simples et microscopiques, donc les eubactéries, qui correspondent aux bactéries vraies, et un autre groupe qui est le groupe des archébactéries. Donc ces archébactéries, elles vivent généralement dans des milieux extrêmes, donc des milieux où il y a peu d'oxygène. En général, il n'y en a pas beaucoup, elles sont en petite quantité. Mais il y en a, par exemple, on en trouve dans notre tube digestif, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et c'est des bactéries méthanogènes, elles produisent du méthane. Voilà, donc c'est des bactéries un petit peu, enfin des archébactéries un peu particulières. Et quand on regarde leur membrane ressemble beaucoup à la membrane de nos cellules à nous et est différente de la membrane des bactéries. Donc c'est vraiment un groupe à part. Et c'est un groupe à part qu'on a pu identifier grâce à ces séquences d'ADN, parce que sinon on les classait normalement, intuitivement, avec les bactéries. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles données qui indiquent que nous, les eucaryotes, on dérive d'une branche particulière des archébactéries. Donc en fait, les archébactéries, elles sont assez proches de nous. Et en fait, les eubactéries sont un groupe qui est beaucoup plus éloigné et différent. Donc ça, c'est des nouvelles données qui datent de ces d'il y a quelques années. Donc notre arbre du vivant est différent de celui qu'on avait au XIXe siècle. Donc Ernst Haeckel avait dessiné plusieurs arbres. Donc vous voyez les humains, on est ici en haut de l'arbre. Donc là, il avait dessiné les animaux d'un côté, les plantes d'un côté et les protistes, qui sont les organismes simples unicellulaires. Donc ça, c'était une de ces classifications. Une autre avec les humains toujours en haut, donc avec les mammifères, les vertébrés, les invertébrés et les animaux primitifs. Voilà. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est sorti de ces représentations intuitives et aujourd'hui, on a plutôt 3 grands groupes, voire même 2 groupes, on pourrait dire, nous avec les archées qui sont nos ancêtres et un autre groupe avec les eubactéries. Et il y a une très grande diversité chez les bactéries qui correspond à la diversité finalement qu'on trouve chez les animaux et les plantes. Alors ces séquences d'ADN, elles nous permettent d'établir des relations de parenté entre les espèces. Donc par exemple, si on regarde le requin, est-ce qu'il est plus proche de la carpe ou de l'humain? Donc à l'œil, on va dire il ressemble plutôt à la carpe, d'accord? Mais en fait, quand on regarde les séquences d'ADN, on va voir qu'en fait, c'est pas le cas. Donc comment on fait pour analyser ces séquences d'ADN et reconstituer les relations de parenté? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter les différences qui existent entre les séquences pour chaque paire d'espèces. Donc par exemple, entre la carpe et le requin, pour une séquence donnée, donc là, ce n'est pas une séquence d'ADN, mais là, c'est une séquence de la protéine qui correspond à l'ADN, à la séquence d'ADN, d'accord? Mais en gros, on peut dire que c'est équivalent. Donc pour cette séquence particulière, entre la carpe et le requin, il y a 85 différences qui sont détectées. Entre l'homme et le requin, 79 différences. Entre la carpe et l'être humain, 68 différences. Vous voyez, après, par exemple, entre le coq et la souris, 39 différences. Donc on peut faire comme ça un tableau avec toutes les différences qui existent entre les paires. Et ensuite, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un arbre phylogénétique avec des branches qui vont être plus ou moins longues suivant le nombre de mutations qui se sont passées au cours de l'évolution pour arriver aux espèces actuelles. Donc vous voyez qu'entre l'être humain, le cheval et la souris, il y a environ 20 à 30 différences. D'accord ? Donc ça fait des petites branches horizontales ici. Et entre la carpe et le requin, 85 différences. Donc il y a
toute une branche ici et une autre branche ici. Donc là, ce qu'on regarde, ce sont les branches horizontales, la longueur est proportionnelle au nombre de mutations. Et chaque nœud dans l'arbre représente un ancêtre commun. Donc ici, on a l'ancêtre commun du coq, de la souris, du cheval et de l'être humain. Donc cet ancêtre avait une séquence d'ADN. Cette séquence d'ADN a accumulé des mutations qui a donné la séquence présente chez le coq. De l'autre côté, ici, elle a accumulé des mutations qui ont ensuite donné les séquences qu'on retrouve aujourd'hui chez la souris, le cheval ou l'être humain. Donc ça, c'est une représentation d'un arbre phylogénétique qui date des années 80. Donc aujourd'hui, on ne le représenterait plus forcément de la même façon. On mettrait peut-être une femme ici, et puis l'homme, on ne le mettrait pas forcément en haut. Il pourrait être l'arbre, en fait, on peut le changer. D'accord. Ce qui est important, c'est la topologie, mais on peut échanger cette partie-là, on pourrait la mettre au milieu. D'accord. Donc ce qui compte, c'est vraiment la longueur des branches, et ça nous permet de voir des relations de parenté entre espèces. Et donc si on revient à notre question qu'on avait au départ, donc si on va du requin à l'homme, ben finalement on fait ce trajet-là, là, 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 là. Et donc finalement, ça nous donne un nombre de mutations qui va être le même que quand on va de la carpe au requin. Donc en fait, le requin, il est aussi éloigné de la carpe que de l'être humain. Et ça, en fait, ça s'explique par le fait qu'au cours de notre évolution, enfin de l'évolution de la vie sur Terre, il y a eu évolution des vertébrés et formation d'un corps de poisson qui a été présent chez l'ancêtre des requins et l'ancêtre de la carpe. Et à un moment donné, l'ancêtre chez un de ces poissons, qui est un des ancêtres de la carpe, il y a eu transformation de ces espèces et petit à petit colonisation du milieu terrestre. Donc les nageoires se sont modifiées pour permettre la locomotion en milieu terrestre. Et la queue postérieure donc, a changé, n'a plus de fonction de nageoire. Et donc en retrouvant des fossiles de ces différentes époques, on peut retrouver que cette sortie des os des vertébrés, elle a eu lieu vers 375 millions d'années. D'accord ? Donc cette sortie de l'eau, elle a concerné une branche des poissons. D'accord ? Donc c'est cette branche, ces ancêtres-là, ici, qui ont donné ensuite la carpe et toutes les espèces de vertébrés qui vivent en dehors de l'eau. Par contre, il y a certains poissons qui, eux, sont restés dans l'eau et qui forment une branche qui est plus ancienne, qui se branche bien avant et qui sont restés des poissons. D'accord ? Donc c'est pour ça que nous, on est plus proche de la carpe que du requin, si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. Voilà. Donc un autre exemple, cette fois-ci chez les oiseaux. Donc si on regarde le manchot empereur et qu'on le compare avec un petit pingouin, on voit pas mal de ressemblances. Le corps est trapu, il y a un petit cou, beaucoup de plumes, un corps assez gros, comparé à un ibis qui, lui, a des longues pattes, un long cou, un corps plus effilé. Mais quand on regarde les arbres phylogénétiques, on voit que en fait, le manchot empereur est plus proche de l'ibis que du petit pingouin. Donc en fait, au cours de l'évolution, il y a eu adaptation au milieu froid de façon indépendante dans la branche qui a donné le manchot et dans la branche qui a donné le petit pingouin. Ce sont des évolutions indépendantes, même si à l'œil, on les trouve très ressemblants et on a envie de se dire que ce sont des espèces qui sont proches entre elles. On trouve ce genre de cas de façon très très importante dans le monde vivant. Donc là, je vous ai mis juste quelques autres cas. Donc par exemple, le mode de vie fouisseur qu'on retrouve chez les ratopes. Donc ce sont des animaux qui vivent en colonie sous la terre. Ils ont presque plus de poils, ils ont des yeux très réduits. Donc ils sont capables de creuser des tunnels et ils ont une vie sociale très importante avec beaucoup d'échanges, d'interactions entre les individus. Et donc ce mode de vie particulier, on le retrouve aussi dans d'autres espèces qui ont aussi un corps, vous voyez, allongé en forme de saucisse, des petits membres mais qui peuvent creuser très rapidement, des yeux très réduits et aussi ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un odorat extrêmement développé. Et quand on fait une phylogénie de ces espèces et on ajoute aussi les séquences d'ADN, vous voyez ici de l'être humain,
du chat, cheval, etc., vous voyez qu'à chaque fois, ils correspondent à des branches indépendantes. Donc ça montre qu'il y a eu évolution indépendante de ces modes de vie fouisseurs au cours de l'évolution, et donc indépendamment, ils ont évolué des traits de caractère qui se ressemblent. Un dernier exemple que je voudrais vous montrer, c'est sur les lézards, donc, qui sont étudiés notamment par Jonathan Lossos dans les îles des Caraïbes. Donc, il va régulièrement sur ces îles et il regarde le comportement de ces lézards, et il a identifié différentes espèces. Et donc souvent, sur chaque île, on trouve différents types de lézards qui vont avoir des formes différentes, des tailles différentes, et aussi des comportements et des physiologies différentes. Donc certains sont appelés géants des cimes, on les retrouve en haut à la cime des arbres. D'autres vivent dans les branches et dans les troncs à l'intérieur de l'arbre. D'autres sont plutôt au niveau un peu plus bas sur les brindilles. Certains vivent uniquement sur les troncs. D'autres partagent leur vie entre le tronc et le sol. Et d'autres vivent plutôt dans les herbes et les petits arbustes. Et vous voyez qu'ils ont des tailles différentes. Ils correspondent à des espèces différentes. Donc il a récupéré des prélèvements sur chacune de ces individus de différentes îles, et il a fait un arbre phylogénétique. Et donc il a fait un arbre en comparant les lézards qui vivent dans les branches troncs, ceux qui vivent dans les brindilles et ceux qui vivent dans les troncs sols. D'accord ? Donc ces trois-là, donc les verts, les bleus et les rouges. Et il a fait un arbre. Donc si on imagine que dans chaque île, il y avait d'abord évolution de ces trois formes-là, et ensuite dans chaque île, il y a eu une petite divergence, on devrait avoir des regroupements par couleur. D'accord ? Par contre, s'il y a eu évolution indépendante dans chaque île, on devrait avoir des regroupements par île quand on regarde l'arbre phylogénétique. Et effectivement, dans l'arbre phylogénétique, donc on peut représenter aussi comme ça. Donc là, ce qui compte, c'est la longueur des branches là, en étoile ici. Et bien, vous voyez que ça se regroupe par île. Par exemple, l'île de la Jamaïque, les trois formes, bleu, vert et rouge, sont regroupées ensemble. Elles ont un ADN qui se ressemble plus que les trois espèces qu'on trouve à Porto Rico. La même chose pour Cuba. Donc ça nous montre que sur chaque île, il y a eu évolution indépendante de ces différentes formes. Donc ça, c'est des évolutions qui sont très récentes. Donc ça montre que l'évolution, elle peut se faire de façon très rapide. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans chaque île, on retrouve vraiment les mêmes formes avec les mêmes physiologies. Donc ça, c'est un exemple qui est beaucoup étudié aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre comment l'évolution peut avoir des trajectoires qui se ressemblent autant et qui sont totalement indépendantes sur des îles différentes. Chez les humains et les chiens, on trouve aussi beaucoup de ressemblances. Donc nous, on vit avec les chiens depuis plusieurs milliers d'années, et donc finalement, les chiens ont le même environnement que nous, et donc on s'adapte, les chiens comme nous, nous adaptons aux mêmes environnements. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le génome des chiens, on trouve des mutations dans les mêmes gènes que ce qu'on trouve dans nos gènes à nous. Donc par exemple, avec le développement de l'agriculture, on s'est mis à manger de plus en plus d'amidon contenu dans les céréales. D'accord ? Et en fait, quand on regarde notre génome, on a des évolutions qui sont liées à cette meilleure digestion de l'amidon. On trouve le gène qui code l'amylase, qui est une enzyme qui permet de digérer l'amidon. Ce gène-là, on le trouve en plusieurs copies dans notre génome. Et donc ça permet de fabriquer plus d'enzymes et de mieux digérer cet amidon. Et nos ancêtres, par contre, les chimpanzés, n'avaient pas toutes ces duplications, avaient beaucoup moins de duplications. Donc c'est quelque chose de récent qui est lié à l'agriculture. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on trouve des duplications également de ce gène chez le chien, qui mange aussi des choses proches de ce qu'on mange nous. Quand on regarde aussi des populations qui vivent en haute altitude, on trouve des mutations dans le gène hémoglobine, non seulement chez les humains, mais aussi chez les chiens. Donc il y a aussi de l'évolution répétée qui se fait à l'échelle des gènes. D'accord ? Ce n'est pas forcément exactement la même mutation, mais souvent c'est le même gène qui a muté de façon indépendante au cours de l'évolution dans plusieurs espèces. Ce qu'on retrouve aussi en comparant les séquences d'ADN, c'est que parfois il y a ce qu'on appelle du plagiat génétique. Donc ici c'est l'exemple des pucerons. Donc chez ces pucerons, il y a deux couleurs. Certains sont verts et d'autres sont oranges. Et cette couleur est liée à la production de caroténoïdes
donc du bêta-carotène vert ou du taurulène orange pour la couleur orange. Et ça, c'est une surprise, parce que normalement, les caroténoïdes ne peuvent pas être produits par les animaux. Donc les animaux n'ont pas les enzymes pour fabriquer les caroténoïdes. Donc ces caroténoïdes-là, on les trouve dans des carottes, dans différentes plantes, dans des algues, qui, elles, ont les enzymes. Mais chez les animaux, ces enzymes ne sont pas présentes. Donc ça, c'était un mystère d'essayer de voir comment ces pucerons pouvaient fabriquer ces caroténoïdes. Et donc en séquençant le génome du puceron, sur un de ces chromosomes, ils ont trouvé 3 gènes qui correspondent aux 3 gènes qui codent les enzymes pour fabriquer les caroténoïdes. Et donc ils ont fait un arbre phylogénétique de ces séquences. Donc vous voyez là, ils ont trouvé ces gènes dans plusieurs espèces de pucerons. Donc c'est les séquences en bleu ici. Donc elles sont très proches entre elles. Et après, ils ont regardé quelles étaient les séquences qu'on trouve qui ressemblent à ces gènes d'enzymes qu'on trouve chez les pucerons. Et vous voyez que les séquences les plus proches ici, c'est les séquences en marron, là, c'est des séquences de champignons. Après, on trouve des séquences de bactéries et de plantes, d'accord, mais on ne trouve pas de séquences d'animaux, on ne trouve pas ces séquences-là chez les animaux. Et là, en regardant le nombre de mutations, on voit qu'il n'y a pas non plus énormément de mutations entre les séquences du champignon et les séquences qu'on trouve chez les pucerons. Et donc l'explication qu'on a pour ça, c'est qu'en fait, il y a eu un fragment d'ADN de champignon qui est allé s'intégrer dans un chromosome du puceron. Et aujourd'hui, les pucerons, dans leur génome, ont des fragments qui viennent de champignons. Donc ça, ce sont des événements rares au cours de l'évolution, mais qu'on peut détecter en faisant ce genre d'analyse, où on voit qu'on a des séquences d'ADN très particulières qui correspondent à des organismes qui sont très éloignés. Donc il y a parfois des transferts comme ça, on appelle ça des transferts horizontaux d'ADN qui passent d'une espèce à une autre. Et donc là, il y a cet arbre, et il y a aussi les 3 gènes, ils sont dans le même ordre et dans la même orientation que celles qu'on trouve chez les champignons. D'accord ? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la différence entre les oranges et les verts, c'est que dans un cas, il y a un des 3 gènes qui est inactivé, qui est mutant, ce qui fait qu'au lieu de former le dernier, ça s'arrête à celui d'avant et donc ça change la couleur. Donc non seulement il y a eu incorporation d'un long fragment d'ADN de 3 gènes du champignon vers le puceron, mais en plus, dans ce fragment d'ADN, il y a eu des mutations qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 formes chez les pucerons, des verts ou des oranges. Donc je vous ai dit que ce cas est très rare, mais souvent quelque chose qui se passe une fois lors de l'évolution se passe 2 fois, voire 3 fois. Finalement, ça arrive plusieurs fois. Et en fait, en séquençant le génome d'une araignée rouge du cotonnier et le génome d'une cécidemie, on a aussi trouvé la présence de ces gènes qui codent les enzymes permettant la production de caroténoïdes. Et ils proviennent aussi de champignons, donc pas les mêmes, d'autres espèces de champignons. Donc il y a eu aussi des transferts horizontaux depuis le champignon vers les araignées rouges et vers les cécidomies. Donc ce sont des cas qui arrivent. Et donc vous voyez ici, ce transfert a créé une nouvelle capacité métabolique chez ces animaux qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc ça peut conférer des nouvelles propriétés. Voilà, donc grâce à cet ADN, donc, on peut reconstruire des événements de l'histoire passée. On peut aussi dater des événements. Donc, dans le cas du coronavirus SARS-CoV-2, donc, c'est un des cas où on a le plus de séquences disponibles au cours du temps. Donc, c'est vraiment un modèle très utilisé actuellement pour mieux comprendre l'évolution. Donc ici, ce que vous avez sur l'axe des X, c'est le temps, d'accord ? Et sur l'axe des Y, le nombre de mutations par rapport à la première séquence. Et chaque point représente une séquence de SARS-CoV-2 qui a été obtenue. Donc au début, il y avait 0 mutation, il y avait une seule séquence. Et après, vous voyez qu'on obtient des nouvelles séquences qui ont exactement la même suite de lettres que la première séquence publiée. Il y en a d'autres qui ont 1 mutation, 2 mutations, 3 mutations. Et vous voyez que plus on avance dans le temps, plus le nombre de mutations augmente. D'accord ? Donc il y a un gros bruit de fond, d'accord ? Il y a plusieurs souches et plusieurs séquences qui coexistent dans les populations humaines. Mais globalement, on voit que le nombre de mutations augmente au cours du temps. Et en moyenne, on a calculé qu'il y a le SARS-CoV-2 accumule 2 mutations par mois. Et donc il évolue comme ça petit à petit. Et donc ça explique les différents variants qu'on retrouve dans les populations.
Et donc ça, c'est assez constant, d'accord? Donc il y a beaucoup de bruit de fond, mais il y a quand même un taux de mutation comme ça qui, si on se place à de grandes échelles de temps, est relativement constant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'horloge moléculaire, c'est-à-dire l'hypothèse selon laquelle les mutations génétiques s'accumulent dans un génome avec une vitesse constante. Donc là, ce que vous voyez sur l'axe des X, c'est le temps de divergence entre deux paires d'espèces en millions d'années, et sur l'axe des Y, le nombre de mutations. Donc par exemple, entre la chèvre et la vache qui ont divergé il y a environ 20 millions d'années, il y a 20 mutations. Entre le chien et la vache qui ont divergé il y a environ 80 millions d'années, il y a 80 mutations. Et donc vous voyez que plus on avance dans le temps, plus il y a de mutations, et ça suit une droite qui est globalement linéaire. Donc en comptant le nombre de mutations, ça nous donne une estimation du temps de divergence entre deux paires d'espèces. D'accord ? Comme les mutations s'accumulent de façon assez constante, à vitesse constante. Et donc ça va être utile pour dater des événements. Par exemple, ça a permis de dater l'origine des vêtements. Donc nous, on n'a pas de chance, on a deux types de poux. On a les poux de tête et les poux de corps, d'accord, qui sont des espèces légèrement différentes. Donc leurs séquences d'ADN ne sont pas exactement les mêmes. Par contre, les chimpanzés, eux, ils n'ont qu'un seul pouls qui va sur tout leur corps, pas de différence entre la tête et tout le corps est la même chose, d'accord. Et donc on a séquencé aussi le génome du pouls du chimpanzé. Donc il est plus éloigné que le pouls de tête et le pouls de corps de l'humain. Et on sait que les humains ont divergé du chimpanzé il y a environ 5 millions d'années. Et donc en faisant une sorte de règle de 3, après on adapte le modèle en incluant plus de paramètres, on peut estimer que la divergence entre le pouls de tête et le pouls de corps a eu lieu il y a environ 80 à 170 000 ans. D'accord ? Donc ça, c'est la divergence des deux. Donc ça, on peut imaginer que cette divergence, elle a eu lieu au moment où il y a eu apparition des vêtements, réduction du nombre de poils à la surface du corps et développement des cheveux qui sont devenus plus longs. D'accord ? Et donc ce changement-là, on n'a pas de fossiles des cheveux ou des poils de cette époque, c'est très difficile. Et donc, en utilisant les séquences d'ADN, ça peut nous donner une idée de quand cet événement a pu se passer. Et on imagine que dès que ça s'est passé, il y a eu divergence des poux de corps par rapport aux poux de tête. Et donc, ça nous donne une idée de quand ça a pu se passer. Après, vous voyez que la date, elle est quand même assez... elle n'est pas très précise. Parce qu'il y a beaucoup de variations, c'est des données qui ne sont pas forcément très précises, mais ça permet de donner une estimation. Ça permet aussi de mieux comprendre l'origine de certaines épidémies. Donc vous avez ici le cas de la maladie de la langue bleue, qui s'appelle aussi fièvre catarrhale ovine, qui touche les vaches, les moutons et les chèvres. Et donc cette maladie, elle avait disparu en Europe en 2011 jusqu'à 2014. Et malheureusement, en 2015, elle a commencé à réapparaître en Auvergne et elle s'est propagée, elle a même atteint la Suisse. Et donc, les chercheurs ont fait des prélèvements, ont séquencé le virus et ils ont trouvé des séquences d'ADN orange que vous voyez ici, de 2016 à 2018. Et donc là, vous voyez aussi le nombre de mutations par rapport à la première séquence connue de ce virus vers 2006. Et donc vous voyez que les mutations augmentent au cours du temps, donc ça c'est tout à fait normal. Quand l'épidémie sévissait entre 2006 et 2010, on voyait aussi une augmentation des mutations au cours du temps. Mais ce que vous voyez ici, c'est que les deux courbes ici, elles se suivent pas. D'accord ? Donc si jamais le virus il avait continué d'évoluer dans les populations sans être détecté, normalement ça devrait suivre la pente ici. D'accord ? Parce que les virus, ces virus-là, donc c'est des virus qui ne peuvent pas survivre seuls, ils sont obligés de se multiplier dans le corps pour survivre. Et donc du coup, ils accumulent forcément des mutations. Or là, on voit que la séquence collectée en 2016, elle ressemble fortement à une séquence de 2008. D'accord ? Et donc finalement, l'explication qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un virus qui a été congelé, donc probablement du sperme de vache qui avait été congelé. Et ce sperme a été contaminé par ce virus. Ensuite, il a été utilisé pour inséminer une vache pour obtenir des descendants. Et c'est là que ça a réinfecté des individus et que donc ça a dû se passer en Auvergne quelque part.
et c'est ainsi que l'épidémie a repris dans les années 2015. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu trouver grâce aux séquences d'ADN, en regardant le nombre de mutations qu'il y avait par rapport aux autres, et en voyant que du coup le virus avait dû être congelé pendant un certain temps, et que c'était la seule explication qu'on a pour comprendre la propagation de cette épidémie. Donc pour finir, je voudrais vous montrer 4 choses qui ont été modifiées, 4 points sur notre vision du vivant qui ont été modifiés grâce à l'analyse des séquences d'ADN. Donc la première, c'est que notre place en tant qu'humain dans l'arbre du vivant est toute petite. Donc si on représente l'arbre du vivant ici comme une boule, on est vraiment l'une des branches, on est indistinguable par rapport aux autres. Je vous ai dit, notre ADN est même plus court que l'ADN d'autres espèces. Donc ça, c'est un premier point. Et finalement, les eubactéries occupent une très grande partie de l'arbre, alors qu'avant, on ne pensait pas qu'ils occupaient une partie aussi importante. Le deuxième point, c'est que l'évolution se répète. Donc, je vous ai montré plusieurs exemples aujourd'hui. Donc moi, personnellement, quand j'ai commencé à travailler sur l'évolution, je pensais qu'il y avait énormément de chemins évolutifs possibles. Maintenant, je pense que le nombre de chemins évolutifs est limité. Je ne sais pas s'il y en a un seul ou s'il en reste quand même plusieurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'étudier et que j'étudie toujours au laboratoire. Et donc, les génomes sont faits de telle sorte que voilà, il y a des chemins qui vont être pris préférentiellement par rapport à d'autres. Et donc, par exemple, si on utilise la warfarine pour éliminer des rats ou des souris, on sait que forcément ces populations vont évoluer des résistances, et on peut prédire que ça va être une mutation dans le gène VK-ORC1, parce que c'est toujours ce gène-là qui est muté pour la résistance à cette molécule. Donc on peut faire des prédictions sur l'évolution future à petite échelle. Le troisième point, c'est qu'il y a de nombreux échanges d'ADN. Donc moi, je vous ai montré le cas des pucerons, où il y a eu un fragment d'ADN de champignons qui allait s'insérer dans le génome des pucerons. On verra aussi dans les cours suivants qu'il y a des échanges. Donc, vous voyez, dans l'arbre du vivant, il y a des fragments d'ADN qui passent d'une espèce à l'autre. On verra aussi ce que c'est que ces lignes vertes et oranges lors d'un prochain cours. Donc, l'arbre du vivant n'est pas seulement un arbre, c'est tout un réseau avec parfois des fragments d'ADN qui passent de l'un à l'autre. Et enfin, le dernier point qui me semble important, donc je vous ai dit que l'ADN, c'est une molécule extrêmement importante qu'on étudie beaucoup au laboratoire parce qu'elle est simple, on la trouve chez tous les êtres vivants et on peut obtenir de nombreuses données concrètes, solides. Mais il ne faut pas oublier que l'ADN n'explique pas tout. L'ADN, c'est une molécule inerte, toute seule, elle ne fait rien. Si elle fait tout ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle est à l'intérieur d'une cellule, dans un espace très complexe. Et finalement, quand on étudie les traits de caractère, il faut prendre en compte l'environnement. L'environnement et l'ADN agissent à des niveaux différents. Et en fait, même si nous, on a envie de savoir quelle est la part de l'inné et de l'acquis dans nos traits de caractère, qu'est-ce qui fait qu'on aime jouer du piano ou qu'on aime tel ou tel film, on a envie de savoir est-ce que ça vient de notre ADN, est-ce que ça vient de notre histoire passée, de ce qu'on a vécu. Donc c'est des questions qu'on a, mais en fait, on ne peut pas y répondre, c'est pas une vraie question, d'accord ? Parce que l'ADN tout seul, il ne fait rien, l'environnement tout seul ne fait rien. Les deux ensemble font ce qu'on est, nous, actuellement. Et comme ils agissent à des niveaux différents, on ne peut pas dire que c'est 50% de l'un ou 50% de l'autre, parce que c'est des niveaux différents, ça ne se compare pas. Donc pour moi, une bonne image de ça, donc c'est cette image qu'on trouve dans un livre d'Evelyn Fox-Keller, où si on a Billy qui représente G, les gènes, et Suzy E qui représente l'environnement, donc on a envie de savoir dans un seau rempli d'eau où les deux mettent de l'eau, quelle est la part d'eau qui vient de G, quelle est la part d'eau qui vient de E. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est plutôt, il y en a E qui tient le tuyau d'arrosage et qui le met ou qui le sort du seau, et l'autre qui va ouvrir ou pas le robinet. Donc c'est vraiment la combinaison des deux et l'interaction des deux qui fait qu'il va y avoir telle ou telle quantité d'eau dans le seau. Mais on ne peut pas dire que c'est 30% de l'un et 70% de l'autre, parce que c'est vraiment la combinaison des deux qui est importante. Donc pour moi, voilà, l'effet de l'environnement et de l'ADN sur nos traits de caractère, c'est vraiment la même chose. Donc en conclusion de ce cours, donc on a vu que l'ADN est utile pour identifier des êtres vivants, des écosystèmes et des propriétés du vivant, mais également pour classer les êtres vivants et reconstruire et dater des événements de notre histoire passée.
les messages principaux qui dérivent de cette analyse de l'ADN, c'est que notre place dans l'arbre du vivant en tant qu'humain est petite. L'évolution se répète, il y a de nombreux échanges d'ADN dans les branches du vivant, et aussi que l'ADN n'explique pas tout. Et donc pour finir, je vous donne à chaque fois quelques lectures si vous voulez. Donc la première, c'est un livre, une encyclopédie sur l'identité qui a été publiée en 2020 dans la collection Folio de Gallimard, donc qui s'intéresse au thème de l'identité. Et donc avec Alexandre Pelufo, on a écrit tout un chapitre sur comment l'ADN nous informe sur l'identité des êtres vivants en général et des êtres humains. Et donc ce livre est vraiment très intéressant. Il regroupe les contributions de plus de 120 personnes sur le thème de l'identité, donc en biologie, en médecine, en littérature, en psychologie, en philosophie, dans toutes les disciplines. C'est vraiment une très grande source d'informations et je vous le recommande fortement. Après, il y a un petit article dans The Conversation que Étienne Descroliers et moi-même avons écrit sur toutes les informations que nous ont apportées la séquence du coronavirus, donc ce que je vous ai expliqué là, mais un petit peu plus détaillé, sur les informations sur comment éviter la transmission du coronavirus, comment développer des vaccins, comment développer des traitements. Et enfin, un livre de Simon Conway-Morris, donc ça c'est son premier livre dans lequel il explique que l'évolution se répète, il y a énormément de phénomènes de convergence. Et pour lui, si on imagine la vie sur notre planète, elle ressemblerait fortement à celle qu'on trouve sur notre planète. Après, moi personnellement, je ne sais pas trop, mais c'est une idée très intéressante qui a été développée d'abord dans ce livre-là. Après, il a écrit d'autres livres, mais bon, celui-là, c'est peut-être le plus important. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voilà.